Bonjour à toutes et tous, je suis Christophe Lavial, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, et je suis ravi donc de vous accueillir à cette première table ronde des entretiens de l'orientation 2025 organisée par Melchior en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette table ronde aura comme objet les lycées professionnels, en particulier un retour sur la réforme des lycées professionnels de 2023, avec comme sous-titre « Comment mettre les entreprises au contact de la formation initiale ». Car en 2023, en effet, la réforme du lycée professionnel portait la volonté d'une transformation profonde du lien entre formation initiale et le monde professionnel. Il s'agissait à la fois de mieux préparer les élèves aux réalités du travail, en renforçant en particulier les passerelles entre l'école et l'entreprise. Et puis, on va y revenir, en même temps, s'efforcer de répondre aux multiples défis que rencontre le lycée professionnel. Donc cette table ronde propose une sorte de retour d'expérience sur la mise en œuvre de cette réforme. Quels sont les premiers effets sur le terrain? Comment est-ce que cette réforme est perçue dans les établissements, dans les entreprises, dans les réseaux associatifs? Quels ajustements pourraient éventuellement renforcer l'impact? Alors nous le ferons, ce retour d'expérience, précisément en croisant les regards d'institutionnels, de représentants du monde associatif et d'acteurs de terrain. Et je vais d'ailleurs tout de suite passer à la présentation de nos intervenants, qui vont se présenter eux-mêmes d'ailleurs, ils le feront mieux, je ne le ferai, et qui présenteront également leur structure, c'est-à-dire en quelque sorte d'où ils parlent dans cette table ronde. Alors on va commencer, j'allais dire par l'entreprise. Donc Guillaume Anelli, vous êtes directeur exécutif de Visiative. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Je suis Guillaume Anelli, je suis issu de la filière professionnelle. Pour le coup, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai fait un BEP, un Bac Pro et un BTS. Donc, je suis ravi de cette invitation pour donner le point de vue de Visiative. Donc, Visiative, c'est une entreprise, une belle ETI de territoire, de région. On intègre aujourd'hui des solutions permettant aux bureaux d'études dans les entreprises de développer leur cycle de vie produit. Et plus largement, Visiative a une mission, c'est d'accompagner les PME ETI industrielles dans leurs projets de transformation numérique. Donc on travaille avec des ETI de territoire au quotidien pour les aider dans leur développement, dans la réindustrialisation de notre savoir-faire en France. Et donc on accompagne les dirigeants de ces PME ETI à mettre le digital au cœur de leur stratégie d'entreprise. Et donc c'est une mission au quotidien. Donc je rencontre tous les jours des industriels dans leurs problématiques de recrutement, de savoir-faire, d'attractivité en territoire. Et donc c'est évidemment pour ça que je vais apporter mon retour d'expérience sur ce monde industriel et digital que j'adresse tous les jours au quotidien. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers les représentants, j'allais dire, des réseaux associatifs. D'abord, Anne Doyle, vous êtes secrétaire générale de l'association C'est possible. Oui, merci beaucoup de nous inviter aujourd'hui. L'association C'est possible, c'est une association qui a pour raison d'être, vraiment pour mission, d'amener les jeunes, d'aider les jeunes des lycées professionnels à réussir, à trouver leur voie et leur place dans la société. Ce sont des jeunes qui souvent n'ont pas été dans cette voie de tout cœur, avec un certain nombre de freins, souvent des freins non scolaires et des freins scolaires. Et donc nous, on travaille en partenariat avec l'Éducation nationale, dans les lycées et aussi avec les entreprises, pour lever les freins et les aider à ouvrir leurs horizons, gagner en confiance en eux et se projeter dans un projet professionnel motivant. On fait ça avec trois actions. Une action collective avec des ateliers en classe qui nous permettent de proposer aux jeunes des ateliers qui les ouvrent à la culture, qui ouvrent leurs horizons, qui développent leur sens critique. On a des ateliers aussi qui les introduisent à l'entreprise, au savoir-être en entreprise et au métier de l'entreprise. On a un accompagnement individuel par du mentorat pour que des jeunes qui ont envie de se faire accompagner dans ce cheminement personnel, qui peut avoir des sujets à travailler, puissent trouver un mentor bienveillant. Et on a un programme qui crée des passerelles au sol entre les entreprises et les lycées, justement pour que ces deux mondes qui ne se connaissent pas toujours très bien se parlent plus et pour les jeunes, les aider à s'insérer dans ce milieu professionnel. Merci beaucoup. Jérôme Lefebvre, vous êtes président de l'association Entreprendre pour apprendre. Exactement. Bonjour, merci. Oui, alors je suis entrepreneur avant tout, dans une petite entreprise de 15 personnes qui travaille dans le digital. Et je suis depuis 5 ans président bénévole d'une fédération
Entreprendre pour apprendre, qui regroupe 17 associations régionales et qui intervient sur toute la France et dans les dom-toms. Et nous, notre mission, c'est de participer à l'orientation, d'aider les jeunes à mieux s'orienter et à réussir leur parcours de vie. Comment ? Eh bien, avec un programme qu'on appelle la mini-entreprise qui est mis en œuvre dans les classes avec les enseignants et un représentant du monde de l'entreprise, donc un mentor. Et pendant un an, ils vont créer une entreprise en partant de l'idée pour aller jusqu'à la concrétisation et la mise en œuvre de leur entreprise. Donc imaginez une classe de 3e, puisqu'on les accompagne de 9 à 25 ans, une classe de 3e où au début de l'année, ils doivent imaginer un projet d'entreprise, un service, un bien, et puis ils vont mettre en place les RH, un business plan, une production, et ils vont aller jusqu'à commercialiser leurs biens ou leurs services lors de festivals qui ont lieu là en ce moment au mois de mai. Et ça les transforme, ça leur donne confiance en eux et ça les aide à entreprendre leur vie. Voilà. Et fait d'actualité, nous sommes en train de fusionner avec une autre association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, que les enseignants connaissent bien aussi, où là, on intervient par un témoignage inspirant où un entrepreneur, une entrepreneure vient pendant 2 heures raconter avec passion sa vie d'entrepreneur. Et c'est quelque chose de très, très inspirant pour eux aussi. Merci beaucoup. Et pour terminer, last but not least, comme on dit, le représentant de l'institution, mon collègue David Hélard, inspecteur général. Ouais, très bien, merci. Donc l'inspection générale éducation, sport et recherche, c'est une inspection interministérielle qui a plusieurs ministres de tutelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Donc on couvre le champ de l'éducation dans et hors de l'école. Sur des missions à la fois d'évaluation des politiques publiques en matière d'éducation, des missions d'appui au ministère pour, par exemple, penser des réformes, les concevoir et ensuite les mettre en œuvre, des missions de contrôle. Voilà, donc 250 collègues inspecteurs généraux dans le service qui permettent eh bien, au ministre d'avoir cet appui et ce regard indépendant. Voilà, sur les politiques publiques menées et qui les aident à prendre des décisions. Donc moi, je m'occupe du pôle voie professionnelle au sein de cette inspection générale qui couvre l'ensemble des formations de niveau 3 à 5, donc CAP, baccalauréat professionnel, brevet professionnel, BTS, sur des modalités de formation initiale scolaire, par apprentissage, et puis tout le champ de la formation professionnelle continue des adultes. Voilà, donc un périmètre assez large qui couvre toutes les spécialités de formation, depuis le champ des services, du tertiaire, de l'hôtellerie-restauration, jusqu'au domaine industriel, les domaines les plus pointus. Merci beaucoup. Donc nous allons nous allons commencer cette table ronde quand même, en l'organisant en 3 temps. Dans un premier temps, on va revenir sur les enjeux de la transformation voulue du lycée professionnel, en pointant donc, je l'évoquais il y a un instant, les défis multiples que le lycée professionnel rencontre. J'essaierai d'en faire rapidement le constat et demanderai à nos intervenants de le compléter, d'y réagir, de le critiquer, le cas échéant, de le discuter en tout cas. Dans un deuxième temps, je demanderai donc à David Hélard de nous présenter les traits saillants de l'ambition de la réforme. Et là encore, je demanderai à chacun et chacune de réagir. Et puis, nous terminerons cette table ronde en évoquant précisément les ajustements possibles, souhaitables, imaginables, espérés de cette réforme pour qu'elle puisse réussir dans tous ses objectifs et en particulier dans la dimension essentielle de la relation école-entreprise. Alors, il y aura un tout dernier temps, puisque vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et donc, voilà, nous ferons droit à quelques questions en fin de table ronde, s'il y en a, mais je ne doute pas qu'il y en aura. Donc, premier temps, un temps de constat, en tout cas de recension des enjeux de la transformation du lycée professionnel. Alors d'abord, le lycée professionnel, aujourd'hui, c'est quoi ?
Le lycée professionnel, d'abord, c'est 2100 établissements, 2100 lycées professionnels, y compris ceux qui font partie d'un lycée polyvalent. C'est 73 000 enseignants, 72 900 d'après le chiffre que j'ai, 73 000 enseignants, qui accueillent 621 600 élèves, donc plus de 600 000 élèves, et 64 000 apprentis, et qui préparent à près de 550 diplômes et titres professionnels. 2 diplômes majeurs sont préparés, vous le savez, le CAP, qui est diplôme désormais plus que centenaire, et puis le baccalauréat professionnel, plus récent, créé en 1985. Mais les lycées professionnels également proposent des diplômes et qualifications professionnelles inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, le brevet des métiers d'art, qui concerne des effectifs assez restreints, mais les mentions complémentaires, je crois qu'on les appelle maintenant des certificats de spécialisation, et puis les formations complémentaires d'initiatives locales qui, comme leur nom l'indique, sont des diplômes qui ne sont pas des diplômes nationaux, mais qui sont des diplômes inventés, imaginés au niveau territorial. Donc voilà, en gros, sur les principaux chiffres. Alors ensuite, le lycée professionnel, c'est qui ? Le lycée professionnel, il attire un public très spécifique, très particulier. D'abord, les lycéens professionnels ont une origine sociale plus populaire que la réalité socio-économique. Les élèves de lycée professionnels, ils appartiennent majoritairement au milieu ouvrier, employé, inactif. À titre d'exemple, en 2022, sur 100 000 élèves de CAP, il y en a 3% qui viennent de professions libérales, il y en a 32% qui viennent de milieux ouvriers, 17% de milieux employés, 30% de milieux inactifs. Et on retrouve la même chose sur le baccalauréat professionnel. Baccalauréat professionnel, par exemple, 20% d'enfants d'employés, 32% d'enfants d'ouvriers et 16% d'enfants d'inactifs, alors qu'en comparaison au lycée général, c'est 16 et 17% pour les milieux, les professions d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise, 27% pour les cadres et professions supérieures. Donc on a une vraie distinction de public entre le lycée général et le lycée professionnel. Deuxième trait saillant, il y a une répartition très genrée des spécialités. Globalement, filles et garçons se répartissent de manière... il y a 40% de filles dans les CAP et les bacs pro publics, 60% de garçons, mais la répartition, évidemment, suivant les spécialités, très très différente. Pour faire vite, dans les domaines de la production, les filles sont assez minoritaires, à part les spécialités du textile, habillement, cuir et peau. Les filles ne représentent que 20% des effectifs totaux de CAP, 13% des effectifs totaux de bac pro. À l'inverse, dans toutes les spécialités de services confondus, les filles représentent jusqu'à 60% en CAP, 61% en bac pro. Donc il y a évidemment une vraie répartition genrée. Troisième point, donc premier point, une origine sociale particulière, une répartition genrée selon les spécialités. Le troisième point, c'est des publics qui, à l'entrée, sont en moyenne plus fragiles scolairement que les élèves, par exemple, qui vont en voie générale. Par exemple, si on regarde un certain nombre d'indicateurs, la maîtrise fragile du français à l'entrée de seconde, 40% des élèves de lycée professionnel sont en maîtrise fragile contre 6% de ceux qui vont au lycée général et technologique. En mathématiques, c'est 70% contre 20% au lycée général et technologique. Le résultat aux examens, la moyenne au brevet des élèves de lycée professionnel, c'est 7 sur 20, c'est 11,4 pour le lycée général. Donc c'est un public plus fragile scolairement à l'entrée au lycée professionnel. Et les taux de réussite sont également inférieurs au baccalauréat. 82% de taux de réussite au baccalauréat professionnel contre 96% au baccalauréat général. Donc on a là, en quelque sorte, un premier enjeu du lycée professionnel. Travailler à l'attractivité du lycée professionnel, ses formations, la diversification sociale, à la fois en niveau et en genre du recrutement dans ces lycées professionnels. Ensuite, point suivant, le lycée professionnel. Donc le lycée professionnel, on a vu ce que c'était, qui y allait. Et le lycée professionnel, c'est pour quoi faire. Alors il y a des parcours en fait très différenciés. En gros, qui se répartissent en 3 tiers. Un tiers des élèves ne vont pas jusqu'au baccalauréat. Donc sur 100 élèves qui rentrent en seconde professionnelle, 33 quittent l'établissement sans baccalauréat ou équivalent. Et sur ces 33, il y en a 24 qui décrochent et sortent sans diplôme. Les autres, c'est une réorientation sur un diplôme inférieur, par exemple un CAP. Mais il y en a quand même donc 24, c'est-à-dire il y a un quart des élèves qui entrent en seconde qui sortent sans aucun diplôme du lycée professionnel.
Un gros tiers s'oriente vers l'emploi, donc la dimension insertion professionnelle reste évidemment prégnante. Sur 100 élèves qui rentrent en seconde professionnelle, 39 s'orientent vers l'emploi après le baccalauréat, donc 10 en passant d'abord une mention complémentaire ou une formation complémentaire d'initiative locale. Et puis un petit tiers quand même privilégie la poursuite d'études. Ils sont 28 lycéens à s'engager dans des études supérieures, mais sur ces 28-là, 12 décrochent et n'obtiennent pas de diplôme de l'enseignement supérieur. Donc c'est également un nombre important. Donc on voit là un certain nombre d'enjeux. Deuxième enjeu, c'est la prévention du décrochage scolaire, qui est quand même important. 25% des élèves du lycée professionnel décrochent sans aucun diplôme. Et parmi ceux qui font les poursuites d'études, il y a à nouveau du décrochage dans l'enseignement supérieur. Le deuxième point, c'est précisément sur la poursuite d'études dans le supérieur. C'est une poursuite qui est de plus en plus attendue, espérée, à la fois parce que le bac professionnel est arrivé, qu'il est passé de 4 ans en 3 ans, que les publics sont plus jeunes avec moins de redoublement au collège, et que donc quand ils rentrent en seconde, il y a une appétence à la poursuite a priori d'études supérieures. Mais on l'a vu, le taux d'échec reste important. Sur 28% qui poursuivent en études supérieures, 12 de ces 28 ne sortiront pas avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc troisième enjeu, l'accompagnement à la poursuite d'études réussie pour celles et ceux du lycée professionnel qui le souhaitent. Et puis, troisième point, donc une insertion professionnelle qui progresse. Toutes les études de l'ADEPE, par exemple, montrent une amélioration du niveau d'insertion des diplômés de formation professionnelle, mais avec des fragilités de situation. Ce n'est pas toujours sur du contrat à durée indéterminée, comme beaucoup de primo-entrants sur le marché du travail. On passe d'abord par des phases de contrat à durée déterminée ou d'intérim, et là aussi c'est très dépendant des spécialités. Donc une certaine fragilité des situations, une insertion qui dépend du niveau de diplomation. Sans surprise, plus on est diplômé, plus on s'insère. Donc on s'insère mieux avec un bac pro qu'on ne s'insère avec un CAP. Et on s'insère mieux lorsqu'on a validé son diplôme que lorsqu'on ne l'a pas validé. C'est également assez net. Et puis enfin, une insertion qui dépend là aussi des spécialités de formation. Les meilleurs taux d'emploi dans la spécialité transport, manutention, dans les spécialités technologies industrielles. Et puis à l'inverse, des spécialités qui insèrent moins. Et une insertion professionnelle, pour finir, qui est différenciée, elle aussi, selon l'origine sociale. On s'insère plus facilement lorsqu'on est enfant d'artisan, commerçant, chef d'entreprise ou profession intermédiaire que lorsqu'on est enfant d'ouvrier, d'employé ou d'inactif. Donc il y a là également un phénomène de reproduction sociale. Et donc un quatrième enjeu, l'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Voilà, donc en conclusion, on voit qu'on a au moins 4, voire j'en rajouterai un 5e, 5 défis du lycée professionnel. L'attractivité du lycée professionnel et des formations qu'il propose, la prévention du décrochage scolaire, l'accompagnement à une poursuite d'études réussies, l'accompagnement et l'amélioration de l'insertion professionnelle. Et puis la dernière réforme, si je ne m'abuse, a ajouté un 5e objectif, un 5e défi, qui est que le développement de la voie professionnelle puisse participer de la stratégie de réindustrialisation de notre économie, ce qui n'est pas le moindre non plus de ces défis. Voilà donc brosser rapidement ce constat. Et bien, je vais vous demander les uns les autres de réagir, de compléter, le cas échéant, d'approuver, je l'espère, le constat que je viens de faire. Qui fait la première intervention ? Ou la deuxième, si... Alors, la première ou la deuxième. La première, allez-y. Je lance le bal. De mon côté, je ne suis pas étonné des chiffres que vous mettez en avant. Le rôle de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est déjà de faire vivre ses collaborateurs et de les rendre attachés à un projet d'entreprise. Donc quand on accueille des jeunes collaborateurs, qu'ils soient en décrochage scolaire ou pas, quelle que soit la fonction, notre première mission en tant qu'entrepreneur, c'est de donner du sens dans l'entreprise. Et je crois qu'avec ce qui est en train d'être fait, notamment sur le programme France 2030 et la réindustrialisation des industries en France, on a, nous, entreprises industrielles, investi énormément dans notre outil de production. On avait encore cette image, encore il y a peu de temps, un petit peu ancestrale, où on fabriquait des choses qui étaient peu glorieuses. Aujourd'hui, venir dans un atelier de production quand on est dans le monde pharmaceutique, c'est excitant, c'est passionnant, et je crois que notre responsabilité, c'est déjà de donner cette vitrine technologique aux plus jeunes, quelle que soit la formation.
Quand vous venez dans une entreprise industrielle voir une machine dans le pharmaceutique à très haute cadence, on va venir voir des robots, des cobots, on va venir voir de l'IA, on va venir voir de la production automatisée. On a des licornes françaises qui interviennent dans ce genre de production. Donc, je pense qu'un jeune n'a pas cette vision. Donc, notre première responsabilité, c'est d'ouvrir les portes de nos entreprises et de leur montrer que finalement, l'image qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être pas celle de la réalité. Donc notre mission en tant qu'entrepreneur, c'est de donner cette visibilité. Après, je pense que notre deuxième mission, c'est de continuer ce qui a été fait en formation initiale. On leur a donné des bases, plus ou moins solides, plus ou moins acquises, et puis on va les faire accélérer avec la technologie. Donc là, il y a un premier point d'amélioration, c'est d'aligner la formation initiale avec les technologies utilisées dans le cadre éducatif, dans celles qui sont dans l'industrie. Donc nous, on est à la pointe des technologies, on a besoin d'innover, et il faut rattacher ces deux mondes pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre ce que j'ai appris à l'école et ce que je vais voir dans le monde de l'entreprise. Je crois que c'est extrêmement important. Ensuite, il y a un troisième point, c'est donner des outils très tôt. Donc nous, on le fait avec Dassault Systèmes. On donne des outils dans les mains des stagiaires, puisque un des freins pour l'entreprise, c'est d'accueillir ce stagiaire, de lui libérer du temps, de lui donner quelqu'un qui va lui donner de son temps, parce que nous, on est là pour produire. Et là, il est important de donner des outils qui permettent d'arriver dans une période de stage où je vais pouvoir produire comme n'importe quel autre salarié, en apprenant évidemment. Et donc là, on a mis des dispositifs en place avec Dassault Systèmes pour donner des licences de production et pas éducation, qui vont permettre justement de l'insertion plus rapide et donc d'ouvrir les portes plus simplement dans l'entreprise. Ce qui est un frein pour nous, c'est d'accueillir des jeunes et de leur libérer du temps. Donc voilà, en réagissant un petit peu de manière très macro à ce que vous venez de dire, je crois qu'il y a des piliers importants et l'entreprise a un rôle crucial et central dans cette interaction. Et après, évidemment, on doit apprendre à se connaître, on doit apprendre à s'apprivoiser, à comprendre tous les dispositifs que vous mettez en place. Je pense au bureau de l'entreprise, c'est un super dispositif qui est en train d'être mis en place, qui est encore peu connu, mais qui va donner en fait des perspectives extrêmement intéressantes pour nous, entreprises industrielles. David, tu veux réagir peut-être à ce Oui. diagnostic? J'ai parlé sous ton contrôle. Oui, mais d'abord souligner quand même l'engagement des enseignants, nos 73 000 enseignants qui démontrent tous les jours leur capacité à ramener vers les apprentissages les élèves qu'ils accueillent. Donc ils font un travail absolument formidable et je voulais quand même le souligner, les chiffres que tu as donnés, la photographie que tu as donnée de la voie professionnelle. Il faut aussi avoir en tête que la dynamique est tout à fait positive, c'est-à-dire que les chiffres s'améliorent d'année en année et les mesures, notamment mises en place par la réforme des lycées professionnels, visent justement à améliorer ces scores que tu as définis. Je voudrais insister sur peut-être l'accompagnement des jeunes et la personnalisation des parcours de formation qui est nécessaire. N'oublions pas que nous accueillons dans la voie professionnelle des élèves qui sortent de collège, ils ont 15 ans et 10 mois. Et à ces élèves, on va leur demander de choisir une spécialité professionnelle, c'est-à-dire d'avoir déjà une idée du métier qu'ils souhaitent exercer en sortant de formation initiale. C'est pas simple en sortant de collège. On va leur demander de se positionner donc sur cette spécialité, de trouver des lieux de stage, de période de formation en milieu professionnel, d'exercer une mobilité à l'international, de se positionner sur une modalité de formation scolaire ou par apprentissage. On va leur demander de se positionner en fin de cursus sur une insertion professionnelle directe ou une poursuite d'études, de s'inscrire à Parcoursup. Tout ça, ce sont des premières fois pour eux. Et en plus, pour couronner le tout, on leur demande d'adopter un comportement d'adulte avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Donc, c'est des défis importants pour eux. Et on imagine bien que l'accompagnement que l'on peut proposer à ces élèves, qu'il faut sans doute penser comme un désétayage progressif, c'est-à-dire pour les rendre de plus en plus autonomes dans leurs décisions, il est vraiment au cœur du sujet. Justement pour à la fois les rassurer, qu'ils sachent que toute une équipe pédagogique est élargie, je vais au-delà des enseignants, sont à leur côté pour les aider à faire ces choix éclairés, de façon à ce qu'ils puissent se sentir en sécurité dans la formation. Donc, cette notion d'accompagnement, elle est essentielle
Et on a besoin de tout le monde pour faire cet accompagnement, des milieux associatifs. Vous en êtes des représentants avec qui on travaille beaucoup. Les entreprises, pour aussi les aider à trouver le chemin vers un métier, leur montrer aussi des aventures humaines. Ça, c'est extrêmement important de raconter des aventures humaines, qu'elles soient industrielles ou économiques. Et des aventures humaines industrielles, voilà, il y en a des tas à raconter. Moi, j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le site de lancement d'Ariane 6 en Guyane, à Kourou. Et quand on visite ce site, quand on rentre dans l'un des bâtiments d'assemblage d'Ariane 6, on nous projette un film qui raconte la construction du site de lancement. Et en regardant son film très court, on s'aperçoit de la quantité de métiers qui sont convoqués pour pouvoir réaliser cette aventure humaine. Et voilà, c'est ça qu'il faut raconter, je pense, à nos collégiens, à nos élèves, pour leur mettre un peu d'étoiles dans les yeux et leur donner envie de se projeter dans l'exercice de tel ou tel métier. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers Anne Doyle. Voilà, on a parlé d'accueil, d'accompagnement, d'orientation. J'ai parlé également de décrochage. Alors, je sais que c'est des thématiques qui intéressent particulièrement l'association que vous représentez aujourd'hui. Oui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ce sont des jeunes qui, souvent, finalement, ne sont pas allés de tout cœur dans cette voie. Et je dirais, on a tous une responsabilité sociétale parce que l'image du lycée professionnel, finalement, est une image assez dégradée. On a souvent entendu dire si je suis là parce que je n'étais pas assez bon pour aller en lycée général. Et donc, les élèves arrivent souvent avec une estime de soi vraiment dégradée qu'il faut reconstruire. C'est pas facile de se projeter dans le monde des adultes. Déjà, quand on est adolescent, on perd point. Et quand on est dans un lycée professionnel, souvent, on se dit effectivement à quoi je vais pouvoir être utile, comment est-ce que je vais pouvoir trouver ma place. Et ça va au-delà du monde professionnel, c'est même dans la société finalement. On a souvent des jeunes dans certaines régions de France qui sont issus d'autres origines, je dirais, culturelles, et qui ne reconnaissent pas les rôles modèles disponibles pour eux. Et donc, comment se projeter quand finalement on n'a personne qui nous ressemble et qu'on n'a pas nécessairement l'impression que la société va nous ouvrir des places. Donc l'idée pour nous, c'est de lever ces freins et de travailler avec eux et avec les équipes pédagogiques, justement en complémentarité avec les équipes pédagogiques, puisqu'il y a des freins qui sont non scolaires, des freins invisibles qu'il faut arriver à lever et donc redonner aux élèves un champ plus large de possibles pour qu'ils puissent se projeter. Donc ça, je dirais, c'est une des caractéristiques que vous avez évoquées, cette image dégradée qui enferme l'élève d'une certaine façon. À mon avis, une autre composante du frein que le jeune exprime en termes de ne pas savoir comment se réaliser et se projeter, c'est justement la méconnaissance des métiers. C'est ce qu'on disait, la méconnaissance du monde de l'entreprise. Souvent, de toute façon, l'environnement familial fait qu'on a des préjugés sur les métiers ou des images anciennes des métiers. Et les métiers, en plus, évoluent à une vitesse incroyable. Et donc, le jeune n'a pas forcément suffisamment d'occasion de vraiment se dire mais c'est à ça que ça va ressembler si je continue dans cette voie. Et donc l'idée, c'est de vraiment rapprocher ces deux mondes et on est vraiment, pour nous, c'est un des focus de notre action avec les lycées professionnels, c'est de rapprocher ces deux mondes. Merci. Et se projeter, Jérôme, c'est aussi possiblement se projeter dans l'entrepreneuriat. Et donc voir que des trajectoires des lycées professionnels peuvent conduire à des trajectoires qui sont aussi celles de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, d'innovateurs. Alors, il y a des jeunes qui s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais pas tous. L'objectif principal, c'est vraiment qu'ils puissent se projeter dans une activité dans l'entreprise. Donc c'est plus découvrir l'entreprise. Qu'est-ce que c'est entreprendre, même entreprendre son parcours, mais on ne vise pas à fabriquer des entrepreneurs. Mais il y en a. Non, moi, je voudrais réagir sur trois choses. D'abord, cette réforme qui vise, moi, c'est ce que j'ai compris, à valoriser la filière professionnelle, qui peut encore être une sorte de voie de renégation, oui. Mais au contraire, c'est une voie d'excellence.
on apprend un métier, on apprend des valeurs, on apprend à travailler ensemble. Et donc cette réforme, elle est dans cette voie-là, elle est très forte. Je pense que cette voie d'excellence, elle doit continuer à être valorisée. La deuxième chose de la réforme qui nous a marqué, c'est améliorer la passerelle entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Alors c'est un discours qu'on entend depuis toujours, mais depuis 30 ans que je connais ce monde de l'entreprise, je l'ai vu beaucoup évoluer. Et là, on a vraiment des choses concrètes qui ont été mises en place avec le bureau des entreprises, avec un certain nombre d'options possibles, dont l'option entrepreneuriat. Alors une petite frustration là-dessus parce qu'il y avait un budget qui avait été mis en place pour l'option entrepreneuriat, qui existe, mais qui est devenue une option difficile d'accès. Donc on a créé un programme spécifique avec d'autres associations à travers le collectif CapCréa qui a été initié par BPI. Et donc aujourd'hui, cette option entrepreneuriat qui peut mener à l'entreprise, à créer une entreprise, elle existe. En 2024, pour les raisons qu'on connaît, les budgets ont été coupés et le milliard annoncé a disparu. Mais ça existe quand même et aujourd'hui on accompagne des classes avec un programme très structuré qui est passionnant. Et puis je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, David, sur l'orientation. En fait, ça c'est un sujet clé. C'est vrai que moi-même je l'ai vécu, enfin, certains ont eu l'étincelle très tôt, mais à un moment donné, devoir à 14, 15, 16 ans décider de son orientation, en une séquence très courte, c'est pas possible. Donc nous, on est convaincus que cette orientation, c'est un processus long, qui passe par l'expérience, qui passe par les rencontres, qui passe par le goûter, le test. Et donc, la filière professionnelle permet de faire ça. Et à travers la mini-entreprise auxquelles les jeunes peuvent participer dans nos programmes, eh bien, ils vont pouvoir découvrir différents métiers dans l'entreprise. Moi, je suis plutôt une âme liée aux finances, ou plutôt dans la production, ou plutôt dans la vente. On a des témoignages de jeunes qui sortent de ce programme en disant « en fait, je suis un super vendeur ». J'ai eu la chance d'être mentor, donc l'entrepreneur qui vient une fois par semaine ou 2 fois par mois, accompagner la classe qui crée le projet de mini-entreprise dans un lycée pro dans le bâtiment où effectivement il y avait une fille et 17 garçons, je crois. Et on voit une inertie, une difficulté à se projeter, etc. au début. Et puis ensuite, il se révèle. Et il se révèle en faisant. Et cette prise de confiance en soi, cette transformation, elle est très, très riche. Et une fois qu'ils se sont libérés, qu'ils ont découvert tout leur potentiel, bah, l'orientation, ça devient une évidence. Mais c'est un processus long. Et je pense que cette réforme, à travers toutes les mesures qui ont été mises en place, contribue à améliorer cette facilité à choisir son orientation. Merci beaucoup. La transition est toute faite. Je vais proposer à David de nous présenter rapidement, succinctement, les principaux traits saillants de cette réforme de la voie professionnelle. Alors, en plus des données que tu as données tout à l'heure, peut-être rappeler quelques éléments de contexte qui ont conduit à cette réforme des lycées professionnels. Le premier élément de contexte, c'est la période de grande incertitude dans laquelle nous nous trouvons pour définir les besoins en compétences à un horizon au-delà de 5 ans. Quand on questionne les branches professionnelles, les entreprises, ils ont beaucoup de difficultés à nous exprimer voilà notre besoin en compétences à 6, 7, 8 ans. C'est très difficile pour eux. Par contre, ils savent très bien exprimer leurs besoins en compétences immédiats parce qu'ils ont tel projet à mener et on a besoin de personnes qualifiées dans tel ou tel domaine. Donc ça, c'est un premier élément de contexte important à avoir en tête. Le deuxième, c'est la complexification des systèmes et des organisations qui ne cessent de s'accroître, des systèmes industriels de plus en plus technologiques, de plus en plus communicants, des systèmes financiers également de plus en plus complexes à mettre en place, des techniques de vente, de commerce qui empruntent de multiples canaux pour pouvoir vendre les produits. Et donc, cette complexification, elle nécessite de se former plus longtemps pour atteindre les compétences nécessaires à maîtriser ce niveau de complexité.
Et donc, cette augmentation du temps de formation, ça ne passe pas forcément par une augmentation du temps de formation initiale, mais c'est surtout une combinaison du temps de formation initiale et de formation continue tout au long de la vie professionnelle. Le troisième élément de contexte, c'est l'impact fort de l'IA générative qui va bousculer quand même absolument tous les métiers et bousculer l'organisation de l'ensemble des métiers. Et donc, il faut en tenir compte. Et puis, le dernier élément de contexte, c'est un principe de liberté de choix qui s'installe dans le paysage, qui bénéficie aujourd'hui d'une diffusion assez généralisée. On a une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui responsabilise chaque individu, notamment par la monétisation d'un compte personnel de formation. Tout à chacun a sûrement reçu un petit coup de fil pour les inciter à dépenser ce porte-monnaie, mais responsabilise chaque individu à se positionner sur une action de formation pour monter en compétence tout au long de sa vie professionnelle. Et donc tout l'enjeu de la formation initiale, c'est aussi d'inculquer chez nos jeunes cet acte réflexe de se positionner tout au long de leur vie professionnelle sur des actions de formation pour pouvoir monter en compétences et être à même de faire face à l'imprévisible. Parce que le monde évolue très vite et il faut bien pouvoir abonder son portefeuille de compétences pour pouvoir trouver sa place dans la société. Donc il y a un besoin à la fois de sécurisation des parcours, c'est ce qu'on a mis en place avec tous les dispositifs d'accompagnement et d'accompagnement aussi vers l'insertion professionnelle, parce que je le rappelle, une formation professionnelle, ça vise deux objectifs. Le premier, c'est une insertion professionnelle directe après la formation professionnelle. Le deuxième, c'est une poursuite d'études vers un niveau de qualification supérieur. Et donc, il nous faut moduler l'accompagnement en fonction de l'objectif qui est poursuivi par le jeune. On a beaucoup travaillé les transitions bac pro, BTS, enfin vers l'enseignement professionnel, pas suffisamment l'accompagnement vers l'insertion professionnelle. C'est ce que corrige cette réforme des lycées professionnels, en installant dans le paysage un accompagnement, des dispositifs Avenir Pro avec des conseillers de France Travail qui viennent dans les lycées pour accompagner des jeunes et les aider à valoriser leurs compétences et à oser franchir, taper à la porte des entreprises pour faire valoir leurs compétences, un dispositif Ambition Emploi qui accompagne des jeunes diplômés qui mettent en relation avec des entreprises qui recrutent et jusqu'à 4 mois, c'est-à-dire de septembre à décembre, la possibilité pour l'établissement de définir des contenus de formation avec l'entreprise et des périodes de stage dans l'entreprise pour les aider à mieux appréhender les activités professionnelles qui seraient à même d'exercer lorsqu'ils seront intégrés dans les salariés, dans l'équipe des salariés de l'entreprise. Donc il y a cet accompagnement jusqu'au bout, cette préparation opérationnelle à l'emploi qui se met en place. Ce qu'on met en place aussi, c'est une meilleure agilité de l'appareil de formation que l'on propose en fin de cycle. Je m'exprime, on a des cycles de 3 ans de bac pro et on installe dans le paysage des formations +1, des certificats de spécialisation sur des contenus qui sont élaborés avec les branches professionnelles et les représentants des entreprises, mais une formation en 1 an très professionnalisante sur des contenus négociés avec les entreprises de façon à améliorer l'insertion professionnelle. Et ces formations en 1 an, c'est plus facile à rénover qu'une formation en 3 ans. C'est plus facile à installer dans le paysage. Et donc, ça donne de l'agilité dans l'offre de formation qui est proposée sur un territoire de façon à pouvoir mieux coller aux besoins exprimés par les secteurs économiques à un moment donné. Et donc ça, c'est aussi très important de l'intégrer, tout ce travail d'élaboration de l'offre de formation, avec aussi une exigence aussi pour nous, Éducation nationale, mais tous les certificateurs, de revoir les contenus de formation tous les 5 ans. C'est ce que nous impose France Compétences. Et donc, ça nous permet aussi de mieux coller aux besoins exprimés par les secteurs économiques. Donc c'est vraiment ce que porte cette réforme-là. C'est un meilleur accompagnement des jeunes, une personnalisation du parcours, des dispositifs qui permettent une préparation opérationnelle à l'emploi pour assurer une insertion professionnelle réussie à ces jeunes, et puis des contenus de formation qui collent mieux aux besoins des secteurs économiques. Guillaume Anelli, je vous vois approuver. Quel est votre ressenti, avant peut-être de se projeter sur les ajustements qui pourraient être faits, votre ressenti sur les lignes forces que vient de rappeler David Hélard dans l'amélioration de la capacité à insérer du lycée professionnel? Mon côté optimiste me dit que c'est une super démarche, mais forcément, c'est peu connu.
On l'a vu récemment avec David, avec un parterre de dirigeants, puisqu'on a fait beaucoup d'actions pour redescendre en fait cette information. Nous, industriels, on ne connaît pas cette modularité qui est à notre disposition. Donc on a deux façons de le voir. Nous, on doit je le dis depuis tout à l'heure, mais on doit se rencontrer, créer des espaces d'échange où nous, on va ouvrir les portes de ce que vous faites et de comprendre ce que vous faites mieux, et qu'est-ce qui est mis à notre disposition pour aller un petit peu fine-tuner la formation initiale. Et nous, former éventuellement aussi le corps enseignant pendant des périodes données où le corps enseignant peut venir dans l'entreprise voir lui aussi ce qui est en train de se passer. On parle de l'IA générative. Aujourd'hui, je pense qu'on est aux prémices de quelque chose de fantastique qui peut faire peur, parce que forcément, il y a des tâches qui peuvent être remplacées et on le comprend. Néanmoins, il y a des choses qui vont se passer, qui vont être géniales. La pénibilité qui va être optimisée, etc. Donc, on n'est plus du tout dans les schémas archaïques industriels français qui sont d'aller à l'usine et de fabriquer des pièces, etc. C'est plutôt derrière nous. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est top et il faut l'intensifier. Après, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je sens quand même une effervescence positive. L'année dernière, il s'est passé un événement à Lyon. Alors, nous, on est Rhône-Alpin, qui est les WorldSkills. J'ai vu des jeunes qui étaient fiers de ce qu'ils faisaient, de produire avec leurs mains. Donc, on met l'entrepreneuriat au cœur en fait de leur dispositif, mais leur propre vie à entreprendre des nouvelles choses. La BPI a fait un travail remarquable, notamment sur la labellisation de ce qu'on appelle la French Fab. Donc, fabriquer en France, être fier d'être français de ce que l'on fait, et il faut être fier de ça. Donc, on doit être collectivement mobilisé sur cette dynamique. Et ce que David expose, ça va dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il faut continuer à décloisonner. Dans l'entreprise, moi je me force tous les jours avec mes équipes à décloisonner, ne pas avoir peur de l'autre, et pas avoir peur de l'autre, c'est pas avoir peur de l'éducation, pas avoir peur des autres institutions comme le WorldSkills, et d'envoyer des jeunes à l'autre bout de la planète qui vont être fiers de fabriquer une pièce et de leur dire voilà, c'est moi qui l'ai faite et c'est une filière d'excellence. Et je crois qu'il faut travailler sur cette filière d'excellence, et en tout cas moi c'est ma vocation et c'est ce que je rends au quotidien à l'ensemble des personnes que je vois. Donc je vois des entrepreneurs, des MGA Technologies, des JPB Systems, des entreprises qui fabriquent, qui rayonnent de notre outil de production. Et ça, il faut continuer à le faire. Donc on doit s'investir, nous, entrepreneurs, à travers ces bureaux des entreprises, à travers cette formation qualifiante, la 3e année, qui est, moi-même, avant de connaître David, je ne connaissais pas cette partie-là. On doit la travailler pour qu'on amène des nouvelles technologies. Donc nous former au métier du digital, parce que le digital va arriver un petit peu partout, à tous les étages, et de continuer cette formation initiale. Jérôme, Anne, une réaction sur à la fois cette ouverture à poursuivre entre le monde de l'entreprise, le monde de l'école, l'accueil d'enseignants dans le monde de l'entreprise, la réflexion conjointe sur ces fameux certificats de spécialisation et l'adaptabilité que ça pourrait fournir. Quel est votre regard à la fois d'entrepreneur et de responsable associatif ? J'ai pas bien compris sur l'accueil des enseignants dans les entreprises. Ce qu'évoquait Guillaume à l'instant, c'est-à-dire de dire faire découvrir l'entreprise par un certain nombre d'enseignants qui la connaissent peut-être moins. Oui. Et je crois que c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, cette possibilité. Je ne l'ai pas souvent vu être mise en œuvre, mais c'est formidable, c'est très bien. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que de plus en plus d'enseignants, que ce soit dans la filière professionnelle ou la filière générale, accueillent les entreprises grâce aux passerelles, grâce au changement de prisme. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait il y a 20 ans. Et oui, renforcer la passerelle, renforcer la découverte du monde professionnel à l'intérieur de l'établissement scolaire, parce que c'est ça en fait qui est clé. Je voulais profiter de ça. On appelait ça lycée technique avant. Quand est-ce que ça a changé ? Vous avez une idée parce que finalement, parce que finalement, on est passé d'une image technicienne, manuelle, etc., à
professionnel, ça a une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus valorisante. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi quand je suis allé à la rencontre des lycées professionnels et des enseignants. C'est qu'aujourd'hui, le pont avec l'entreprise n'est pas « je te prépare à devenir apprenti, puis alternance ». Je te prépare au monde de l'entreprise avec le savoir-être, avec bien sûr un savoir-faire, mais avec un savoir-être dans le monde de l'entreprise et quelque chose de clé. Et quand le jeune, à travers son parcours scolaire, arrive à se projeter, à être en confiance dans ce monde futur, toutes les énergies se libèrent. Donc moi c'est en cela où je trouve que cette réforme est très puissante, en tout cas montre des promesses. Bon, je reviens encore sur le fait qu'il faudrait plus de moyens, mais ça je l'ai dit 2 fois, ça suffit. Pardon, Anne, lycée technique, lycée professionnel. Ça fait très longtemps qu'il y a une voie technologique qui est prise en charge par des lycées généraux et technologiques, qui étaient à l'origine aussi des lycées techniques il y a de cela quelques années, et puis des lycées d'enseignement professionnel, qui sont devenus des lycées professionnels, qui trouvent leur origine dans l'apprentissage avec... à l'après-guerre, la nécessité de former des ouvriers qualifiés, des techniciens qualifiés pour répondre aux besoins de reconstruction du pays. Donc il y a toujours cette distinction entre les différentes voies, avec un mouvement de rapprochement de la voie technologique vers la voie générale, et puis une meilleure distinction de l'enjeu de professionnalisation dans la voie professionnelle par rapport à une voie technologique qui est destinée à emmener des jeunes vers systématiquement des études supérieures. Donc il y a ça. Je voudrais rebondir aussi sur, on a beaucoup évoqué le bureau des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on a installé des bureaux des entreprises dans nos lycées professionnels ? D'abord rappeler que la formation professionnelle, elles se font toutes par alternance. Alternance de lieux de formation entre l'établissement scolaire, le lycée professionnel, et puis une entreprise qui accueille les élèves en stage. Dans la voie professionnelle, on parle de période de formation en milieu professionnel. Ça a un sens aussi, c'est-à-dire que l'entreprise a une mission de formation du jeune pendant le cursus scolaire du jeune. Alors, on a installé ce bureau des entreprises pour améliorer la relation entre l'école et l'entreprise au local. Comment on améliore la relation ? Effectivement, le travail du bureau des entreprises, c'est trouver des terrains de stage pour les jeunes, les préparer à intégrer l'entreprise, discuter avec les maîtres de stage qui vont les accueillir, etc. Si on ne travaille cette relation que sur ce volet-là, on est quelque part porteur de contraintes pour l'entreprise. Il faut nous prendre les jeunes de telle période à telle période, il nous faut un bon maître de stage, etc. Donc c'est compliqué. Ce qu'installe le bureau des entreprises, c'est aussi la dimension offre de services que peut proposer un lycée professionnel à ces entreprises. Quelle offre de services ? C'est une offre, par exemple, par l'intermédiaire des colorations des formations. On peut adapter le contexte de formation au contexte de l'entreprise, sur les techniques, les technologies qui sont utilisées, etc. On peut travailler les compétences qui sont inscrites dans nos référentiels en contextualisant les apprentissages en lien avec l'entreprise. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ambition emploi, c'est-à-dire négocier des contenus de formation directement avec l'entreprise pour préparer le jeune à une activité professionnelle qu'il exercera en entreprise. C'est définir des contenus de formation à travers des formations complémentaires d'initiatives locales. Là, c'est l'établissement qui négocie en direct avec des entreprises pour définir un contenu de formation sur une durée de formation de 3 mois jusqu'à 1 an pour préparer le jeune à exercer une activité professionnelle dans l'entreprise. Donc c'est tout ça. Et ça, c'est vrai, c'est totalement méconnu des entreprises, cette offre de services possible des lycées professionnels vers les entreprises. Et donc il nous faut travailler cette relation dans les deux sens pour que l'attractivité de nos lycées professionnels soit une réalité dans le monde de l'entreprise. Donc on a besoin de tout le monde pour que les regards changent. Moi je dis souvent, et on y reviendra peut-être en conclusion, c'est une voie formidable, tout le monde la trouve formidable quand on interroge tout le monde. C'est une voie d'excellence, la voie professionnelle est formidable pour les enfants des autres. Donc il faut changer un peu le regard et essayer de faire en sorte que les familles n'aient plus peur de confier leur enfant au lycée professionnel. Parce que c'est ça le fond du problème.
alors que quand leur enfant se trouve dans la voie professionnelle, ils le voient se transformer, s'épanouir. Et ça, c'est grâce aux enseignants qui les accueillent dans nos formations. Anne, ce travail de communication alors, auprès des entreprises, mais aussi auprès des parents, des familles, des enfants eux-mêmes, pour qu'ils puissent se projeter sur le fait que le lycée professionnel est peut-être et souvent une voie d'excellence et qu'il autorise toutes les trajectoires possibles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, qui résonne? Oui, ça résonne pour nous, ça résonne beaucoup. Et je suis ravie que Guillaume vous ait parlé de WorldSkills parce que c'était quelque chose qui m'est venu, qui pour nous c'est un révélateur justement de la fierté qu'on peut avoir à être dans des filières où souvent en plus on produit quelque chose de tangible. Donc c'est encore plus facile finalement de le représenter. Et tout ce genre d'initiative est à développer absolument, de même que les échanges avec les entreprises. Deux choses qui pour moi ressortent vraiment de la réforme et qui sont des points très très positifs. D'abord, une dimension d'ouverture. On est dans un échange avec le monde. Ça, je trouve que c'est bien. Finalement, on est dans un monde où on ne peut plus être en silo avec l'éducation dans son coin, le monde économique dans son coin. On a besoin de respirer ensemble et donc de changer cette philosophie, en tout cas d'insuffler un peu plus de souffle dans l'ouverture. Je trouve ça très, très bien. Et justement, ça permet à différents acteurs de se fédérer. Par exemple, je pense au bureau des entreprises, qui est une très bonne idée. En même temps, ils sont souvent, on voit bien, assez sollicités parce qu'il faut trouver des stages pour tous les élèves et c'est très, très chronophage et c'est pas si simple que ça parce que les jeunes arrivent avec quand même assez démunis et pour l'entreprise, c'est pas facile d'intégrer un jeune. Et donc, on se rend compte que finalement, il y a besoin parfois d'acteurs intermédiaires, tels que les associations, mais pas que nécessairement, pour faire cette ingénierie, finalement, pour articuler et ancrer cette façon de travailler ensemble. Parce qu'en fait, il faut faire des petits pas. Si on est trop ambitieux très vite, trop ambitieux trop vite, on peut avoir des grandes idées, puis en fait, au bout d'une réunion, plus personne ne revient et ça fait pchit. Si on est là et qu'on fait des petits pas ensemble, qu'on apprend à se connaître avec telle entreprise qui est en fait 1 kilomètre au bout, pas très loin, et qui est dans une filière qui se rapproche des métiers enseignés dans le lycée, là, ensemble, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos jeunes vous apportent plus et se préparent mieux à des métiers dont vous avez besoin. C'est ce qui s'est passé dans un lycée à Épinay. On s'est rapproché, on a permis un rapprochement avec des entreprises du port de Gennevilliers. Et la proviseure disait, bon, voilà, on a des jeunes, ils cherchent des stages, est-ce que vous pouvez les prendre? Et on voyait bien qu'autour de la table, il n'y avait pas beaucoup de preneurs. Et elle a dit, en fait, de quoi vous avez besoin? Donc ils ont dit, on a plutôt besoin de logistique. Et là, le réflexe coloration, tout de suite, c'est très bien. Moi, on va embarquer nos équipes, on va colorer. Donc c'est des choses qui se font effectivement, on va dire, un à la fois, un maillage à la fois. Une fois que quelque chose marche, on a plusieurs, même des grandes entreprises qui ont des sites dans différentes régions, qui ont fait une expérience avec nous dans un endroit, et ça s'est bien passé. Et du coup, ils nous disent, maintenant que vous ouvrez une antenne en Normandie, est-ce qu'on peut faire la même chose dans telle unité? On a déjà fait quelque chose en Seine-Saint-Denis, on voudrait le faire aussi dans le Grand Est. Donc, il faut mettre en confiance tous les partenaires, et une fois que ça a pris, en fait, le modèle peut se répliquer. Donc voilà, je parle de l'ouverture. Et la deuxième chose que je trouve très précieuse dans la réforme, c'est le fait qu'il y a plus de flexibilité dans l'accompagnement des jeunes. Il y a toutes ces portes de sortie et ces passerelles qui sont au moins encouragées. Alors après, ça prend du temps à diffuser, mais c'est pas grave, c'est des changements de mentalité qui sont précieux, parce que justement, comme vous disiez, un jeune de 15 ans, en fait, c'est un peu ahurissant de lui demander de choisir sa voie. Le monde change très vite. Et puis, je dirais, on est assez nombreux à savoir qu'on a eu des parcours en zigzag. Il n'y a pas de raison de demander à un jeune de s'enfermer dans une voie. Et donc, déjà, dans son expérience du parcours scolaire, qui sentent que finalement, s'il a mal identifié les ressorts d'un métier, parce que justement, avec une autre activité, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était la vente qui l'intéressait, qui comprennent que au moins, il va acquérir des compétences, il va acquérir des outils, il les met dans ses poches, et ensuite, il va pouvoir aller tirer les passerelles et s'orienter vers quelque chose qui va lui plaire. Et donc, multiplier les rôles modèles, multiplier les expositions à différents types de débouchés et de métiers très concrets. Cette flexibilité, c'est bien. Et là, par exemple, le mentorat a été mis en avant par la réforme, et ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif aussi, parce que le mentor, c'est un adulte bienveillant, neutre, c'est pas le parent, c'est pas le prof avec qui il y a quand même un rapport un petit peu qui peut être plus compliqué. Et finalement, c'est de l'or d'avoir un mentor qui est là, même pour un adulte. En fait, il y a beaucoup d'adultes qui ont du coaching ou du mentorat, et finalement, ils sont ravis. Et donc, l'idée est peut-être aussi de continuer à valoriser le mentorat auprès des équipes pédagogiques et des élèves.
Donc écosystème territorial, duplication des expériences et puis prendre au sérieux cette question de trajectoire. C'est ça. Prendre au sérieux l'idée que la trajectoire, elle se construit tout au long de la vie. Exactement. Qu'il y a des dispositifs pour se faire, qu'il y a des passerelles à construire. Aller chercher. Il faut prendre au sérieux la formation continue, que tout n'est pas inscrit à 25 ans. Ce qu'on dit pour le lycée professionnel, on pourrait le dire aussi d'ailleurs pour le lycée général. Hein, et voilà, on enlèvera peut-être beaucoup de pression sur les familles et les enfants et peut-être qu'on luttera contre un certain nombre de déterminismes sociaux aussi dans cette question. Pour terminer peut-être la table ronde, avant de voir si nos auditeurs nous posent de nombreuses questions, peut-être à tour de rôle, s'il manquait quelque chose. Alors on a parlé des moyens, vous aurez le droit de le redire, hein, Jérôme, mais en dehors des moyens, voilà, s'il fallait poursuivre cette réforme, s'il y avait quelque chose qui manquait ou quelque chose à améliorer, des pistes, voilà, espérées. Je commence par Guillaume, on terminera par David, comme ça il vous dira s'il coche ou pas. Les pistes à améliorer, c'est de communiquer sur ce qui est fait en région. Il y a plein de dispositifs géniaux qui sont faits en région. Des dispositifs, j'en pense à une dirigeante qui s'appelle Elise Auters, qui a fait Le Chaudron en Normandie, qui est juste une superbe idée, qui est ni plus ni moins qu'une micro-entreprise et de faire toucher tous les métiers de l'entreprise. Et quelque chose qui n'est pas tangible à la réforme, mais accepter l'échec, l'erreur. C'est qu'on va changer nos métiers 10 fois dans une carrière. Et l'échec, quand on est entrepreneur, on le vit tous les jours. Et c'est parce qu'on a des échecs qu'on est mauvais. Ça ne fait pas partie du CV, ça permet de rebondir. Acceptons l'échec et permettons de rebondir. Et c'est pas parce qu'on est dans une voie qu'on ne peut pas en sortir. Et c'est pas parce qu'on est rentré à la prod qu'on ne peut pas aller à la vente. C'est ça qu'il faut inculquer. C'est des choses qui sont dans les tripes, mais acceptons l'échec. Merci beaucoup, Jérôme. Votre réaction, qu'est-ce qu'ils ont... Alors, les moyens... mais c'est sérieux. Non, moi, je pense que la réforme est là, il faut en profiter. C'est peut-être à nous, chez Entreprendre pour apprendre, de nous améliorer. Là, on accompagne 9000 jeunes dans une centaine d'établissements. Bon, ça fait 5%, quelque chose comme ça. Donc, doublons le nombre de jeunes accompagnés. Et puis chez 100 000 entrepreneurs, c'est 20 000 jeunes tous les ans, dans aussi une centaine d'établissements. Donc, si les enseignants nous regardent, ont envie de nous aider à augmenter notre impact, on en sera ravis. Voilà. Donc je mets plutôt l'effort de notre côté que du côté de la réforme. Anne ? Deux petites choses peut-être. Une sur le volet des stages, qui sont quand même un vrai défi pour les jeunes, puisque s'ils ne font pas leur stage, en fait, ils n'ont pas le bac. C'est un requis. Et c'est une pression de dingue pour des jeunes qui n'ont pas de réseau. Souvent, les familles n'ont pas de réseau. Je me demande si ça, c'est pas une réflexion à avoir. Est-ce qu'il faudrait peut-être, au lieu d'avoir 2 stages par an pendant 3 ans, et le temps qui est passé à essayer de trouver ce pauvre stage qui n'est pas toujours de super qualité non plus, est-ce qu'on ne se dirait pas finalement un stage combiné de 6 semaines, ça permet de s'investir un peu plus, et pour l'entreprise, elle a peut-être moins l'impression d'avoir à reformer des gens, parce que sur 6 semaines, elle aura peut-être plus le temps de sentir qu'elle a planté des graines. Et du coup, il y a aussi pour les enseignants, il y a peut-être, et pour les jeunes, moins de temps passé à juste chercher le stage. Et donc peut-être réfléchir à comment la dimension du stage, c'est impératif d'avoir des stages, parce que c'est comme ça qu'on apprend, mais en même temps, c'est lourd, et je pense que ça peut valoir une réflexion. Et le deuxième, c'est, je pense que comme toute réforme, il y a forcément de temps en temps une fausse piste ou quelque chose, on pensait que c'était une bonne idée, en fait c'est une fausse bonne idée, c'est pas grave, on apprend, on l'améliore, ou l'implémentation est parfois un petit peu réduite. Je pense à un particulier, un programme de mentorat qui a eu des contraintes qui finalement on se dit bon, peut-être qu'il faudrait déverrouiller certaines contraintes, mais c'est pas grave, l'idée était là et ça a sensibilisé les gens au mentorat et on avance. Voilà. Merci beaucoup David. Une réaction oui, alors, quelles sont les idées que tu prends je rebondis sur les stages qui sont partie intégrante du cursus, 650 000 élèves dans la voie professionnelle. C'est effectivement en général 2 périodes de stage dans l'année. Ça fait 1 300 000 stages à trouver. Donc ça donne le vertige. Mais néanmoins, voilà, les entreprises accueillent ces jeunes en formation. Et encore, je n'ajoute pas les apprentis. Quand on rajoute les apprentis, c'est 1 million de jeunes qui sont en formation sur des niveaux 3 à 4 dans la voie professionnelle. Donc effectivement, les entreprises jouent un très grand rôle dans la formation du jeune et dans leur capacité à accueillir ces jeunes en stage. Mais je dirais des points à améliorer. Je rêve que dans tous nos lycées professionnels, il y ait des réseaux d'alumni comme dans l'enseignement supérieur,
Voilà, et que chaque lycée professionnel développe ce réseau avec les anciens qui viennent témoigner de leur parcours de réussite. Et voilà, ils puissent servir de rôle modèle voilà, dans la construction du parcours des jeunes. Et puis sans doute aussi voilà, la communication en direction des entreprises qu'il nous faut améliorer. Voilà, on est connu pour ça, on est très mauvais dans l'éducation nationale pour communiquer vers les entreprises sur ce que nous faisons. Alors qu'il y a vraiment, voilà, au local, à chaque fois, quand on prend la peine de passer un petit peu de temps à observer ce qui se passe, eh bien, il y a des expérimentations et des expériences absolument fabuleuses. Et je dis souvent, la voie professionnelle, c'est le creuset de toutes les innovations pédagogiques qui viennent irriguer ensuite toutes les voies de formation proposées par le ministère. Bien, merci beaucoup. Donc, on avait commencé avec des chiffres et on a fini avec l'importance des exemples, voilà, des trajectoires de vie. Guillaume en est un exemple, mais il y en a plein d'autres qui, par la voie professionnelle, ont réussi voilà, des parcours remarquables de réussite, d'épanouissement. Alors justement, il y avait, on va pour conclure passer à une ou deux questions. Alors, il y a presque des questions à l'intérieur du chat, mais qui rejoignent, on avait un petit échange avant la table ronde, qui rejoignent la question de l'attractivité. Et donc une question était posée, dire mais finalement, pour rendre le lycée professionnel attractif, est-ce que ce n'est pas d'abord une question de rémunération, de salaire? Et puis quelqu'un répondant, mais non, en fait ce qui guide les jeunes, ce n'est pas forcément la rémunération, c'est le sens donné au travail. Alors est-ce que c'est le sens donné au travail? Est-ce que c'est les rémunérations? Est-ce que des rémunérations en sortie de lycée professionnel sont si faible qu'on peut le penser, ou au contraire, est-ce que c'est les deux? Comment vous voyez ça, vous, avec votre regard de chef d'entreprise? Du coup, on en a parlé avant, donc c'est facile de répondre. Oui, il faut donner du sens, il n'y a pas de sujet, et c'est important, et donner du sens. Et même nous, professionnels, avons besoin d'avoir un sens. Quelle mission on donne à la responsabilité de l'entreprise? Ça, c'est évident, il faut le faire, et c'est notre mission. Après, je vais répondre sur la partie rémunération. Forcément, aujourd'hui, on est tourneur-fraiseur, on gagne plus en sortie de stage, d'école, qu'un bac+5 qui fait du marketing. Parce qu'il n'y a pas de tourneur-fraiseur. Donc je peux vous garantir que moi, mes copains et mes collègues qui font de l'usinage, ils ont des sorties de salaire d'embauche qui sont juste bons, voire très très bons, et meilleurs, voire même meilleurs qu'un bac+5 qui sort, qui fait du marketing. Parce qu'on a communiqué sur l'école des commerces, mais on a moins communiqué sur le couvreur, l'usineur, etc. Donc, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est en pénurie de cette fonction, et donc on a besoin d'être aussi attractif en termes de rémunération. Et c'est pas un sujet, la rémunération. Alors, évidemment, sur certains métiers, c'en est un, mais pour moi, c'est pas le défi principal. Il y a vraiment des jobs. Il faut juste qu'on ouvre un petit peu plus la lisibilité dans nos entreprises des emplois que l'on crée et que l'on a. Et donc, la rémunération viendra ensuite. Aujourd'hui, il y a quand même un problème d'attractivité pour attirer les jeunes chez nous. Et pour le coup, l'idée de donner envie de venir au lycée ou professionnel, parce que c'est aussi une manière de donner du sens, y compris, vous l'évoquiez tout à l'heure, en faisant tout au long, pour découvrir les métiers. Est-ce que voilà, ça vous paraît quelque chose qui est finalement plus important que la rémunération, ou au moins tout aussi important pour valoriser et rendre attractif le lycée professionnel? On dit beaucoup aujourd'hui que c'est le sens qui prime dans les attentes des jeunes. Bon, la rémunération est importante. Moi, en tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que quand je trouve un jeune qui incarne le métier pour lequel il s'est formé, mais je vais tout faire pour le garder. Et la rémunération n'est pas un sujet. Ah oui. Et quand j'en discute avec d'autres entrepreneurs qui ont beaucoup de mal à trouver des jeunes compétents, évidemment, qui ont été bien formés et qui ont envie, un jeune qui a trouvé sa voie, qui a un diplôme, qui a une bonne formation, sans être exceptionnel, mais je pense que ce n'est pas un sujet. La rémunération sera même au-delà de ce qu'il peut espérer. Donc, faut les garder en fait. Notre enjeu à nous, entreprises, c'est de les garder par rapport aux grands groupes, parce qu'on a déjà des moyens différents, mais en fait, on est, nous, un terreau PME industriel, un centre de formation pour les grands groupes. Et ça nous va bien. Mais l'enjeu, c'est effectivement, c'est de le garder, je suis d'accord.
Une dernière question, et puis je pense qu'on va être obligé de conclure cette table ronde sur laquelle on pourrait rester pendant des heures. La dernière question dans le chat, c'était une question sur la représentation, et que je vais me permettre de généraliser, la représentation qu'on peut avoir du travail, notamment en usine, si tant est qu'on utilise encore ce terme-là, en tout cas en entreprise, et la méconnaissance peut-être qu'on a et qui complexifie la capacité à se projeter dans la filière professionnelle. Et là encore, dans les discussions informelles qu'on avait avant la table ronde, on évoquait beaucoup ces représentations qui sont très difficiles à déconstruire sur ce qu'est la voie professionnelle, ce que sont les métiers, ce qu'est aujourd'hui l'entreprise et ce que peuvent être les carrières dans cette filière. Est-ce que vous avez une réponse, une réaction à ça, Jérôme, Anne? Je vais essayer d'aller vite. Moi, dans cette notion de représentation, j'ai le souvenir d'une définition du mot entreprise dans le Petit Larousse Junior qu'on trouve encore dans les classes primaires. La définition, c'était « Monsieur Dupont s'est lancé dans une entreprise difficile et les salariés de l'usine se sont mis en grève ». Donc voilà la définition qu'on donnait, parce que depuis, je crois que ça a changé, dans le Petit Larousse Junior, donc dans les classes de primaire. Donc évidemment, quand on a cette représentation de l'entreprise tout au long de sa scolarité, et en plus avec les médias qui nous donnent quand même pas que des bonnes nouvelles du monde de l'entreprise, etc., les parents qui rentrent crevés, bah oui, il y a quelque chose à construire. À partir du moment où l'entreprise et l'éducation, les enseignants se rencontrent et racontent une autre histoire et surtout permettent aux jeunes de vivre cette histoire, que ce soit à travers un stage ou que ce soit à travers une mini-entreprise tout au long de l'année dans ce qu'on anime, la représentation, elle est beaucoup plus concrète et ça donne une image beaucoup plus positive. Et on le voit, les jeunes qui ont fait une mini-entreprise et qui rentrent dans une entreprise, c'est hyper naturel, voire ils amènent des choses nouvelles. Donc oui, il faut. Mais on est en train de changer les représentations. Anne, sur cette déconstruction des représentations, que nous avons tous collectivement, d'ailleurs. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'abonde complètement sur ce que dit Jérôme. Il n'y a rien de mieux qu'une expérience tangible. Un jeune qui va visiter un site d'entreprise complètement mécanisé, ça change sa vision de ce à quoi il pourrait être amené à faire. On a aussi des jeunes qui sont allés dans une EHPAD, qui n'est pas forcément intuitivement le plus attrayant, mais ces relations avec des soignants les ont profondément changés et émus. Et ça y est, il y en a qui en sont sortis en disant je sais ce que je veux faire. Découvrir le travail derrière l'emploi, en quelque sorte. Le mot de la fin, peut-être pour David, si tu avais une conclusion à cette table ronde. Rebondir aussi là-dessus, je pense que la meilleure façon de déconstruire les choses, c'est d'engager les élèves dans des démarches de projet en lien avec les secteurs économiques. Leur faire vivre des projets, c'est leur faire vivre ces petites aventures humaines et ils vont se découvrir dans leur capacité à travailler ensemble, travailler en groupe, de prendre des initiatives, de créer. Et ça, c'est tout à fait gratifiant pour eux et absolument transformant. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est ce qu'on installe. On a installé ça dans les collèges. On installe ça aussi dans la voie professionnelle par la démarche du chef-d'œuvre qui est installée, qui est une démarche de projet en fait, en lien avec les tissus économiques. Et et ça marche plutôt bien. Et on voit des jeunes transformés. On pourrait ajouter aussi les mobilités internationales où quand un jeune part faire une mobilité à l'international, il revient à chaque fois transformé et avec une relation à l'école totalement différente. Et l'esprit de mobilité aussi, on pourrait tirer le fil, mais on n'a pas le temps, je crois. Donc, on pourrait discuter des heures là-dessus. Merci beaucoup, David. En tout cas, merci à tous les quatre pour cette table ronde qui, j'espère, aura passionné, intéressé ceux qui étaient de l'autre côté des caméras. Et puis, on vous laisse avec les autres tables rondes de ces entretiens de l'orientation 2025. Au revoir à tous et toutes.